Alors nous sommes aujourd'hui, donc mardi, on est le 17 Sivan et nous sommes arrivés d'Av Sadik He de Shabbat, Sadik He. Il nous restait les 4 dernières lignes, Sadik Dalet Amud Bet. 4 dernières lignes, donc c'est marqué, on a vu dans la Mishnah, Vechen HaGodelet, Vechen HaKohelet, Vechen HaPokeset. Donc on a dit, Godelet, c'est une femme qui tresse ses cheveux. Kohelet, donc qui se fait du fard dans les yeux. Et Apoké, c'est celle qui coiffe ses cheveux. On a vu dans la Mishnah, Mahloket, Rabbi Eliezer dit Hayav, comme un vrai travail de Shabbat. Mais les Haramim, ils disent non, Assour, seulement par interdit de Haramim, il n'y a pas d'interdiction de la Torah. Bien l'Agma dit, donc 4 dernières lignes. Godelet, Kohelet, Ufokeset, Mishum Mai, Mehaiva. L'Agma donc pose une question. Celle qui donc fait les tresses à ses cheveux, ou qui se farde des yeux, ou qui se coiffe les cheveux, quelle est la raison de l'interdit? C'est quoi le hiyuv? Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina. Donc il vient Rabbi Avin, il répond au nom de Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina. Il dit, Godelet mishum oreret. Une femme qui tresse ses cheveux, c'est comme si elle est en train de tisser du fil, donc c'est ça l'interdiction. Oreg, c'est un des 39 travaux. Kohelet mishum kotevet. Celle qui se fait donc le noir dans les yeux, c'est à cause de écrire. Elle écrit. Enfin, pour Keset mishum tova. Celle des femmes qui s'arrange, donc qui se coiffe les cheveux, elle fait l'interdiction de tové, qui est un donc de tissage des fils. Voilà pourquoi il y a les 3 donc, intercessions pour lesquelles Rabbi Eliezer a dit Hayav. Amrou Rabbana Kamid Rabbi Abaou. Alors, ils sont venus les Haramim, ils ont dit devant Rabbi Abaou, ils lui ont dit, est-ce que c'est comme ça qu'on tisse les fils? Est-ce que le fait de tresser les cheveux, faire des tresses comme c'est ça s'appelle tisser les fils? Ou encore, est-ce que c'est l'habitude d'écrire quand on met du noir dans les yeux? Ou encore, est-ce que c'est la façon de se tisser du fil? Là aussi, quand on a dit on coiffe les cheveux. C'est pour ça que elle a Amar Rabbi Abaou. Il vient Rabbi Abaou, il rectifie. Il dit non, moi, les Didi me fassent aller mener de Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina. Moi, j'ai eu une explication de Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina qui m'a dit la chose suivante. Kohelet mishum tzovaat. La femme qui se farde les yeux, donc, c'est à cause de teindre, puisqu'elle fait de la teinture. Elle met du noir sur les yeux. Godelet ufokeset mishum bona. Et celle qui tresse ses cheveux ou qui se coiffe les cheveux, l'interdiction, c'est à cause de construire. Alors il lui dit, quoi, c'est comme ça qu'on construit. C'est une façon de construire ça pour que tu dises que c'est Hayav à cause de bonnet. Alors il lui répond, oui monsieur, Rabbi Shimon ben Menassia. Effectivement, on a vu que Rabbi Shimon ben Menassia, il a expliqué le pasuk. Donc, quand Hachem il a créé Hava, c'est marqué, Hachem il a pris une côte de l'homme, et après il a marqué, Vayiven Adonai Elohim et Hasela. Hachem il a donc, on va dire, formé, façonné cette côte, et on a employé le mot Vayiven, il a donc construit. Melamed, de là on apprend que Hachem il a donc formé, façonné donc Hava, et ensuite il a amené devant Adam Arishon. Et il dit ainsi dans les océans, on appelle Kli'a construire. Donc tu vois bien que c'est construire. Maintenant, l'Agman ramène Tania Rabbi Shimon ben Azad Omer. Rabbi Shimon il a dit, Godelet kohelet ufokeset le'atzma p'tura lahavata hayevet. Il a dit, nous on a vu Mahlakut entre Rabbi Eliezer et Haramim dans la Mishnah. Il vient Rabbi Shimon il précise, il dit, Godelet kohelet ufokeset, donc ces 3 actions là, donc tresser les cheveux, faire donc du noir dans les yeux ou se coiffer les cheveux Shabbat. Le'atzma, quand la femme elle se fait pour elle-même, là effectivement c'est pas tour. Mais par contre, la haverta, mais si une femme elle fait à une autre femme, donc une femme elle tresse ses cheveux d'une autre femme, ou elle fait le noir dans les yeux donc d'une autre femme, ou elle lui coiffe une autre femme, cette fois-ci, hayevet, là elle est hayevet. La différence est que quand elle se fait pour elle-même,
c'est pas un vrai travail parce qu'elle se voit pas trop, elle se fait sur elle-même. Mais quand on fait sur quelqu'un, on est beaucoup plus précis, on est beaucoup plus. C'est pour ça qu'il a dit dans ce cas-là, il est hayab. Donc dans un autre domaine, Rabbi Shimon Azar disait aussi, mais Shimon Rabbi Eliezer, il a dit, Isha, lo ta'aveh serak al peneh mipnei shesovaat. Un peu dans le même style que nous. Une femme n'a pas le droit de se mettre donc du maquillage sur le visage parce que justement, sovaat, elle est en train de teindre. Donc c'est la même chose qu'on a dit tout à l'heure à propos de Kohelet. Sur son ami. Sur elle-même. Al peneh cette fois-ci, c'est marqué. Tano Rabbanan. Il dit avant que c'est. Oui, mais après, donc ça c'est un autre domaine. C'est un autre enseignement de Rabbi Shimon Azar en plus. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Ha-Cholev ve'ha-Mechabes ve'ha-Meraben ke'Grogeret. Donc Cholev c'est celui qui traite une vache. Mechabes, celui qui fait. Il égoutte du lait caillé, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et Megaben, celui qui fait du fromage. Shabbat. Le volume, c'est comme le volume d'une fixage habituelle, donc de Shabbat. Maintenant, Hachamim continue. Hamechabed, celui qui balaye. Et quand on parle de balayer ici, on parle de balayer dans de la terre, ok? On balaye un sol qui est de terre. Hamerabet, ça veut dire donc, à l'époque, comme il y avait donc justement le parterre qui est en terre, en sable, pour éviter qu'il y ait des poussières, ils mettent de l'eau. Comme ça tasse un peu la terre et ça fait pas de poussière. C'est ça, Merabet. Et enfin, Halodé, Halot des vaches. Et celui qui enlève les pains de miel de la ruche des abeilles. Ces trois-là, la Gemara dit comme ça. Shagag, Beshabbat. Si quelqu'un il a fait ça Shabbat de façon involontaire, par exemple, il ne savait pas que c'était interdit. Hayav Hatat. Il considère ça comme un vrai travail Shabbat. Et donc, il est Hayav Hatat comme tous les travaux interdits de Shabbat. Que quand on est involontaire, on a même Korban Hatat. Hezid biyom tov, loke arba'im devrait Rabbi Eliezer. Si maintenant il fait ces choses-là le jour de Yom Tov, nous on sait qu'à Yom Tov, les 39 travaux sont aussi interdits, sauf les 2 travaux que nous connaissons, donc porter et faire la cuisine, donc à partir d'un feu allumé, et puis d'autres que les Haramim ont donc autorisé, donc c'est pas le moment. Il dit, celui qui accomplit un travail interdit le jour de Yom Tov, il n'y a pas karet comme Shabbat, il y a juste Malkut Arba'im. 40 coups, 39 coups, donc c'est son Rabbi Eliezer. Maintenant, Hachamim disent, c'est-à-dire que ce soit Shabbat ou que ce soit Yom Tov, tout ce qu'on a dit maintenant, c'est Eno Ela Meshum Shevut. C'est qu'une interdiction des Hachamim seulement. C'est pas un vrai travail parmi les 39 travaux. Rav Nachman Bar Goria, la Gemara raconte. Il y avait une fois Rav Nachman Bar Goria, il était arrivé à la ville de Neherdea. On lui a posé la question. Quand quelqu'un il trait le lait donc d'une vache ou d'une chèvre, Shabbat, ou d'une brebis, c'est quoi l'interdiction? C'est quoi le chef de travail? Il leur a dit parce qu'il est Holev, il trait. Ils ont posé une deuxième question. Si quelqu'un il égoutte du lait caillé, quelle est l'interdiction? Il dit parce que c'est égoutter du lait caillé. Enfin, celui qui fait du fromage, quelle est l'interdiction Shabbat? Parce qu'il fait du fromage. Ils lui ont dit, dis quoi, ton maître, c'est comme ça qu'il t'enseigne. Et ils ont dit une expression, ça veut dire que c'est comme si quelqu'un il coupe les roseaux dans les champs. C'est comme ça qu'on explique. Enfin, c'est pas ça il n'y a pas, dans les 39 travaux, il n'y a pas le traire, faire du fromage, tout ça n'existe pas. Alors, attache à Il est allé lui-même au Bet Midrash, il a posé la question. Alors, ils lui ont répondu les Hachamim, ils lui ont dit comme ça. Cholev, le fait de traire Shabbat, Hayav Mishum Mefarek. Ça vient du travail qui s'appelle Mefarek, qui est Toldadeda, c'est-à-dire battre le blé quand on extrait la graine de l'enveloppe qui l'entoure. Et bien là aussi c'est pareil, on extrait le lait de la mamelle de l'animal. Mehabetz, quand on égoutte du lait caillé, Haya Mishum Borer, on est en train de trier, puisqu'il y a un mélange dans le lait, et on trie une partie de l'autre.
Enfin, Megaben, celui qui fait du fromage, Hayab Mishum Boné, c'est donc construire. Voilà les 3 chefs de travaux pour lesquels on a dit qu'il est Hayab. Maintenant, Amechabed, Amerabes, Verdode, Halot de Vache. On a dit donc celui qui balaye, ou celui qui jette de l'eau sur du sable, ou bien celui qui donc extrait un pain de miel d'une ruche d'abeilles. Shagag be Shabbat Hayab Hatat, s'il a fait ça Shabbat involontaire, il a main comme un Hatat. Et si Yom Tov, si maintenant il a fait ça exprès le jour de Yom Tov, le Ka'abaim devait Rabbi Eliezer, il prend 39 coups selon Rabbi Eliezer. Il dit, Amar Rabbi Eliezer, il vient expliquer pourquoi celui qui enlève un pain de miel dans une ruche d'abeilles, il est Hayab Hatat. Quel est le problème? Alors il lui dit, quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Il dit, parce que c'est marqué à propos de Shimshon, non, c'est à propos de Yonatan, le fils de Shaoul, quand il était à la guerre. C'est marqué, il a trompé, il était en guerre, son père Shaoul, il a fait un interdit de ne rien manger pendant la guerre, et lui, sans le savoir, il avait donc faim. Il a trompé dans un, il y avait un truc, une ruche d'abeilles pour manger, pour avoir des forces. Alors la Gemara dit, quel rapport entre, c'est quoi Ya'arat? Ya'ar, c'est la forêt. Des vaches, c'est le miel. Alors la Gemara dit, quel rapport la forêt avec le miel? Elle a le mal, c'est en fait pour te dire, c'est pour te dire justement, comme dans la forêt, il y a des plantes. Et celui qui donc cueille des plantes, il est kotser, tolesh donc, ben, la même chose, celui qui enlève les pains d'abeilles d'une ruche d'abeilles, ça ressemble à arracher du sol. C'est pour ça donc il a dit qu'il est hayab hatat. La Gemara continue, Amémor, Sharaz il-Habim Houza. Amémor, lui, il a dit, il a autorisé de mettre de l'eau dans le sol dans la ville de Mhouza. Amar, il a dit, Tamama Yamoda Banan. Pourquoi les Haramim ont dit, on a dit tout à l'heure que c'est assourd de mettre de l'eau donc dans de la terre, Shabbat, parce que des maths et des chourigomot. Évidemment, parce que comme il y avait de la terre, si tu verses de l'eau, ça va un petit peu égaliser le sol, et ça c'est assourd. Mais il a dit à Mimo, dans la ville de Mhouza, le sol était, donc il était tout cimenté, c'est du ciment, il n'y avait pas de sable. Donc c'est pour ça que quand il y a du ciment, tu peux jeter de l'eau, c'est pas un problème. Et la Gemara raconte, Rabat Uspa, il a vu que Ravina, justement, il souffrait beaucoup de cette poussière, il y avait beaucoup de poussière. Donc certains disent que c'est un autre Rav, qui a vu Ravashi que lui, il souffrait beaucoup de cette poussière. Alors, il lui a dit, il dit, tu ne connais pas cette Bretagne qui a dit que celui qui veut un petit peu arroser, enfin, dans le sens mettre de l'eau un petit peu dans sa maison pour éviter de la poussière, qu'est-ce qu'il fait? Mais il dit, ça veut dire qu'on essaie un petit peu de faire avec, de façon indirecte, en rusant un peu. Voilà. Alors il prend un kil avec de l'eau, il se lave les mains ici. Après il va là-bas, il se lave la figure. Après il va à côté, il se lave les pieds. Shabbat, on a le droit de se laver les pieds, les mains et le visage, c'est pas un problème. Du coup, c'est fait qu'un petit peu, on a mis un peu de l'eau un peu partout, donc c'était de la terre. Et donc c'est motard. Alors ça veut dire que toi aussi, voilà, maintenant on peut faire ça. Pourquoi comme ça, tu n'es pas dérangé par cette poussière? Amal, Ravashi lui a dit, lavadatai. C'est-à-dire, soit il ne connaissait pas ça, soit il ne pense pas que c'est mouta. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu le faire. Tana, la Gemara dit, et Shahachama, une femme intelligente, comment elle fait si elle veut éviter justement qu'il y ait beaucoup de poussière dans sa maison parce que le sol il était en terre. Mais la baisse de table Shabbat, elle fait comme ça. C'est-à-dire, comme elle doit faire la vaisselle, elle lave un petit peu des insecticides, des verres là-bas, des trucs comme ça. Du coup, ça fait que la terre elle est un petit peu arrosée.
On parle bien d'un terrain où il n'y a pas de possibilité que ça pousse, hein, d'accord? Et l'Igmara conclut, maintenant que nous, on pense comme Rabbi Shimon, que lui, il dit, quelque chose qui n'est pas intentionnel, c'est permis, alors même a priori, quelqu'un, il peut très bien prendre de l'eau carrément et mettre un petit peu dans le sable, puisque son intention, c'est d'éviter qu'il y ait de la poussière, c'est pas qu'il y ait des égalisations du sol, et donc, c'est motard. Si c'est un terrain dans lequel, par exemple, ton jardin, toi, dans lequel il y a des plantes qui poussent, ça c'est assourd. Mais s'il y a un terrain battu sur lequel les gens jouent au tennis, par exemple, il n'y a aucun problème, ça n'a rien qui pousse. Le carrelage, par exemple, qui va tomber après. Le carrelage, c'est pas un problème. Quand ça tombe dans le carrelage, après ça va tomber dans un. Ah non, si ça tombe dans ton jardin après, c'est assourd quand même. Matiti nouvelle Mishnah. Hatolesh me'asis naqouv hayav, veshenu naqouv patour, vela bishmon potel basé au basé. La Mishnah nous enseigne, si on a un pot dans lequel il y a des plantations, des fleurs ou des fruits, ça n'a pas d'importance, et quelqu'un il vient, il cueille de cela, Shabbat. Si le pot il est percé, c'est-à-dire il a un trou et il est en contact du sol, de la terre normale, naturelle. Dans ces cas-là, il est hayav, c'est comme si quelqu'un il a arraché du sol, c'est pareil. Par contre, si le pot est non akouf, il n'est pas percé, donc c'est un pot fermé, Hachamim dit c'est pas tout. Et Rabbi Shimon, lui, poter basé au basé. Rabbi Shimon, il dit dans les deux cas, c'est pas tout. Aussi bien un pot percé qu'un pot non percé. Pour lui, ça ne sépare pas de la terre, donc c'est pas tout. C'est assourd, mais c'est pas hayav. Alors, l'Agmara vient, Rami et Abaye, Abaye, il a objecté à Rabbi. Il lui a dit, certains disent que c'est Rabbi Hayek qui a objecté à Rabbi. Il a dit comme ça. On a vu, donc on vient de voir dans notre Mishnah, Rabbi Shimon le poter basé au vasé. Donc Rabbi Shimon, on a dit qu'il lui, il n'est pas tout. Il dit, aussi bien un pot percé ou non percé, donc soit il est en contact avec le sol, soit il n'a pas de contact. Dans les deux cas, celui qui cueille, Rabbi Shimon a dit que c'est pas tout. Donc, la Gemara dit, Alma, Nakouv le Rabbi Shimon, donc selon Rabbi Shimon, le pot percé ou non percé, c'est égal. C'est la même chose, ok? Alors sur ce, il lui objecte, il dit, mais nous, pourtant nous on a vu, dans une braïta c'est marqué, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit comme ça, En ben nakouv le sheno nakouv, ella le arshir zra'im bilvad. Rabbi Shimon il dit, donc dans une braïta c'est marqué comme ça, que Rabbi Shimon dit comme ça, il n'y a pas de différence entre un pot percé et non percé, seulement les arshir zra'im, c'est-à-dire est-ce que les fruits qui sont plantés là-dedans, ils prennent la tombe, ah ou non? Selon lui, quand le pot il est percé, donc il y a un contact avec le sol, donc les fruits ils sont considérés comme attachés au sol. Or nous on sait que quand le fruit est attaché au sol, il n'y a pas d'impureté. Mais Rabbi Shimon a dit, mais si le pot il n'est pas percé, on considère que les fruits ils sont déjà comme si déjà qu'ils sont cueillis, même s'ils sont encore dans le pot de terre, et donc ceux-là, ils prennent l'impureté. Donc on voit que Rabbi Shimon, il fait une différence entre un pot percé et non percé. Alors comment dans notre Mishnah, on a vu que Rabbi Shimon a dit non, c'est la même chose, pot percé ou non percé. C'est ça la question qu'il lui pose. Il rend pas tour, c'est ça, celui qui fait... Oui, celui qui cueille d'un pot percé ou non percé, c'est la même chose, c'est pas tout. Donc c'est à égalité. Or là, on voit que lui, il dit non. Il y a une différence entre le pot percé et non percé. Amal, il lui répond. Il lui dit, tiens, raison, c'est vrai. Les chol milé, Rabbi Shimon qui est alouche mashvile. Vishan il est ané tomé de Torah de Betata Oda Sesraim. Mal al kol zera zerua sheli zarea. Pardon. Il dit, tiens, raison, c'est vrai. Les chol milé, dans tous les cas, selon Rabbi Shimon, un pot percé et non percé, c'est la même chose. Dans tous les dynimes. Sauf, il lui dit, c'est-à-dire que, Ketalouche Mashvele, comme on a dit tout à l'heure, Rabbi Shimon considère que le pot est percé ou non percé, les fruits sont considérés comme détachés. D'accord? Maintenant, les Anyan Tum'a, pour l'impureté, puisque toi tu as dit qu'il y a une différence entre les deux, c'est parce que quand la Torah a parlé de impureté des aliments, des fruits qui poussent sur les arbres et les plantes, la Torah a dit le passage comme ça, il dit,
C'est marqué Zera Zeru Ashri Sarea Tahorhu. C'est-à-dire, comme la Torah, elle a été Zera Zeru Ashri Sarea, il explique comme ça, il dit quand est-ce que, parce que la Torah parle, quand est-ce qu'un fruit il prend l'impureté seulement quand il a été imprégné par de l'eau auparavant, seulement quand quelqu'un il les plante d'une façon naturelle, qu'on peut après les semer par la suite, c'est-à-dire quand c'est dans le sol, donc, ou bien dans un pot qui est percé. Mais un pot qui n'est pas percé, c'est considéré comme complètement détaché du sol, et c'est pour ça qu'il a dit il y a une différence entre le pot percé et non percé. Donc c'est un cas à part, le problème de la Toum'a, parce qu'il a un passouk sur lequel il s'appuie. Sinon, effectivement, pour tous les restes des dinim, on considère les deux comme si c'est déjà détaché du sol. Il y avait un hacham, il a posé la question à Rabbi Zera. Il lui a dit, il lui a dit, si maintenant, imaginons on a une racine d'une plante, quelconque, et elle est juste là où il y a le trou. Donc il y a un pot de terre dans lequel il y a des plantes, et puis il y a une racine qui est mamache en face du trou. C'est-à-dire que... Hein? Non, qui est en face. Ça veut dire que la racine, elle est là, le trou, il est là, et la racine, elle est au-dessus. Et là, il y a la terre normale, la terre de... La racine est dans le pot. Elle est dans le pot, bien sûr. Alors, il lui pose, est-ce que Rabbi Shimon, là aussi, dit pas tout? Vu que, bon, de façon générale, Rabbi Shimon dit, quand c'est un pot, même s'il y a un trou en bas, bon, c'est rien. Mais là, il lui dit, mais si maintenant on voit qu'il y a vraiment une racine à même, ma mâche en face. Donc, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon sur ça? Il ne lui a pas répondu. Donc, ça, c'est un sage, il a posé avec Rabbi Zera, il n'a pas répondu. Zivnahada, une autre fois, Ashkehé, le même sage, il a trouvé Rabbi Zera, qui disait donc cet enseignement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, au modèle Rabbi Shimon, il a dit comme ça, Rabbi Shimon, il est d'accord que c'est Hayab, alors que le Rabbi Shimon a dit, donc le pot percé ou non percé, c'est la même chose, c'est pas tout. Il dit, il est Hayab, dans quel cas, c'est-à-dire que si le pot, il est percé au point que on considère que le keli n'a plus, rappelez-vous, nous on a dit qu'un keli il est tamé, quand il se casse, il devient tahor. Et c'est quoi se casser? S'il se perce. Donc s'il y a un trou assez conséquent, et, pardon? Alors on va voir, hein? D'accord? Donc c'est pour ça que donc, lui il a dit, Rabbi Shimon il est d'accord que quand il y a un trou assez grand, que le keli est considéré comme brisé, ce qui fait que la terre qu'il y a dedans, même si elle est vraiment contenue dans le keli maintenant, dans le pot, elle n'est pas considérée comme si c'était dans un pot. Là, Rabbi Shimon est dit hayab, c'est normal. Même si le keli a été fait avec le trou comme ça, à la base. Un gros, non, il s'est cassé. Mais non, Nirkab, il y a marqué Nirkab, s'il y a un trou comme ça, gros comme ça. Ils l'ont fait comme ça, il est. Ouais, non, même s'il est fait comme ça, d'origine. Alors, quand le sage, il a entendu cet enseignement, il lui a dit, Amal, le sage Rabbi Zera, il lui dit, je comprends pas. Quand moi je t'ai posé les questions, que quand la racine elle est mamache en projection du sol, du trou, je t'ai posé est-ce que c'est Rabbi Shimon il dit Hayav ou pas Hayav, tu m'as pas répondu. Il dit maintenant, quand maintenant tu me parles d'un cas où le pot lui-même il a été percé, de quoi le rendre taour, a fortiori, alors comment ça se fait que parce que là quand Rabbi Zera il a dit que Rabbi Shimon a dit que quand on a un pot, mais dans le pot, imaginez que le trou il est là, d'accord, il n'est pas ici là où il y a le trou il est là. Malgré tout, Rabbi Shimon il dit Hayab, parce qu'il considère que quand il est cassé avec un trou gros que le keli est tahor, on considère qu'il n'y a pas de keli, et donc il est Hayab. Maintenant moi je t'ai dit la racine elle est en face, et tu me réponds pas. A fortiori, si la racine, maman, elle est en face du trou de la terre, c'est sûr qu'il est hayab. Pourquoi tu ne me réponds pas? C'est le trou est plus petit. Mais il y a une racine.
D'accord, mais s'il est tout petit. Justement, On ne pas que la racine. là, justement, on lui dit, si toi tu autorises un gros trou qui est sur le côté, imaginons que la plante elle est là, et le trou il est sur le côté à 20 cm. Et pourtant tu dis que comme si que la plante elle est au sol carrément. Alors qu'il y a le pot en bas. Et moi je te pose une question quand la racine elle est ma vache en face de la terre. Tu me réponds pas. Amal Abaye. C'est pour ça il vient Abaye et dit Rabbi Zera en fait il vient, Abaye dit comme ça, si on veut rectifier les paroles de Rabbi Zera, on peut dire comme ça il n'y a pas de question. Sinon c'est vrai que l'autre il a une question, il dit comment alors il dit comme ça au modèle Rabbi Shimon il dit en fait voilà ce qu'il faut dire, que quand Rabbi Zera il a dit comme ça, il a dit si Rabbi Shimon il est d'accord, il est hayab, que si le trou se trouve pratiquement à la base du pot, pas en bas, même sur le côté, de telle sorte que on ne peut pas remplir les vérites dans le kéli. C'est-à-dire, maintenant il est à 1 millimètre du fond de la chose, si tu verses un peu d'eau, tout de suite ça va couler. Donc ça veut dire que le kéli ne contient même pas des vérites. Et un kéli qui contient des vérites, c'est pas un kéli. Donc c'est pour ça que le statut de kéli, c'est à cause de la contenance. C'est plus à cause du trou qui est à côté ou pas à côté. Et là, il n'y a pas de question. L'autre, il ne peut pas poser la question. Pourquoi si le liquide s'évapore, il sort... Non, un kéli qui ne contient pas des vérites n'a pas statut de kéli. C'est pour ça, lui, il a dit que Rabbi Zera, quand il a dit, Rabbi Shimon, il a dit que c'est hayav, c'est parce qu'on ne peut pas remplir 86 ml dans ce pot-là. Même si le trou il est trouvé en bas, c'est pareil. Ah, c'est encore mieux. Si, lui, il a dit que Modé Rabbi Shimon, que c'est hayav. Il a dit, Modé Rabbi Shimon, que c'est hayav. Une cuillère, c'est pas un kéli. Hein? Une cuillère, c'est pas un kéli. Non, une cuillère, c'est une cuillère. Ouais, Mais un kéli, ça veut dire... Non, quand il y a un pot c'est un récipient, ce qu'on appelle récipient. La cuillère, c'est pas un récipient, c'est un outil. Un récipient, c'est quelque chose qui contient. En fait, en haut, c'est... La preuve, c'est que quand on veut faire quelque chose, par exemple, si tu as un petit verre comme ça qui ne contient pas des vérités, pourtant tu as un verre en verre, ben, il ne s'est pas considéré comme un verre. C'est un peu la même chose. En haut, il n'a pas répondu parce que c'était un petit pot, c'est ça? Non, en haut, il a posé la question parce que lui, il a dit qu'il y a un trou qui invalide le statut de Kéli. Ok? Donc, et lui, il a dit Rabbi Shimon, il est hayab. Ou modé, c'est ce qu'il a dit Rabbi Zera. Rabbi Shimon est d'accord que c'est hayab quand il y a un trou qui invalide le Kéli. Il dit comment? Le trou, il est sur le côté, même si tu dis qu'il y a un trou comme ça. Imagine le pot comme ça, et le trou, il est comme ça, ou même ici. Et tu me dis que c'est hayab. Moi, je te dis que même s'il y a un petit trou comme ça, et la racine, elle est là, donc pratiquement elle touche le sol, et tu me dis que c'est pas tout, et tu me réponds pas à ma question. C'est pour ça qu'il a dit, Rabbi, il a rectifié. Il dit non. Il a dit que quand le kéli ne contient pas, c'est pas une question de trou. C'est pas une question de trou. C'est une contenance. Est-ce qu'il contient des vérités ou pas? S'il contient des vérités, ça va. S'il contient pas des vérités, c'est pas un kéli. Donc c'est pas un kéli. C'est pour ça que c'est de la terre. Amar Rava, il dit Rava. Hamesh midot bechli heres. Il y a 5 situations différentes, ou bien 5 mesures différentes, on va dire comme ça, concernant les ustensiles en argile. Et on va donner les 5 cas. Premier cas, Niqav kemosi mashqe. Alors, si on va considérer un pot, pour un kilo, une casserole, un verre, on s'en fout. On haresse en argile. Il y a un trou très petit, très très petit. Donc tu remplis, ça coule, ça égoutte en bas. Ouais, ça goûte. Rappelez-vous, on a dit, il y a une différence entre Mossi mashqe et Kones mashqe. Maintenant, si le trou il est trop fin, si tu le mets dans une baignoire, ça ne rentre pas. Parce que le trou il est trop fin. Mais si le trou il est beaucoup plus large, forcément que ça rentre même par l'extérieur. Donc là, on parle d'un kéli, et le trou il est très petit, ça fait sortir du liquide, mais ça ne fait pas entrer le liquide. Ok? Alors, premier cas, donc ça fait sortir un liquide. Il dit tahor meletame gestera. Premièrement, il est tahor si ce kéli, gestera c'est un kéli brisé, cassé en morceaux, enfin un débris, on va dire comme ça. C'est le petit trou. On parle d'un petit trou qui ne fait que sortir. Que sortir. Alors celui-là, parce qu'il y a aussi une autre notion à savoir,
quand on a un keli, il se casse. Si le débris, il est un petit peu comme ça, qu'il est assez conséquent, qu'on peut boucher avec un autre keli, par exemple, si vous avez un keli troué, tu mets ça dessous, ça te le bouche, le shever keli, donc le débris de keli, il est encore considéré comme un keli, donc il prend la toumra. Mais il dit ici, quand on a un keli comme ça, qui est moussi mashri, qui a un trou là-bas, c'est-à-dire, quand il se brise, le débris avec un trou, il n'a plus aucune impureté. Mais, et encore, il a les statuts de Keli pour mettre là-bas les os de la vache rousse avec les cendres, tout ça. C'est-à-dire que le fait de sortir, de égoutter un petit peu de l'extérieur, ça lui donne encore son statut de Keli. Oui, parce que toucher le sol, ça va bloquer. Ça va pas se... Voilà, par exemple. Mais même sans cela, comme il est très très petit le trou, donc le Keli reste Keli. Maintenant, deuxième situation en s'aggravant. Maintenant, il y a un trou, mais l'eau, elle pénètre de l'extérieur. C'est-à-dire que le trou, il faut qu'il soit plus grand, forcément. Dans ces cas-là, il dit, il est tahom, on n'a plus le droit de l'utiliser pour mettre là-bas des eaux de la vache rousse. Parce que comme l'eau, elle pénètre par un trou, donc le keli, il n'a plus le statut de keli, c'est plus un récipient, vu qu'il laisse pénétrer quelque chose. Mais il dit, mais c'est encore un keli, c'est encore un keli, dans le sens où, si ce keli-là, avec ce trou assez grand qui laisse pénétrer l'eau, on met de la terre, on met une plantation, et donc il y a un trou comme ça, il est considéré comme donc attaché au sol, et les fruits qu'il y a dedans, ils ne prennent pas l'impureté, parce que pour prendre l'impureté, il faut qu'ils soient détachés du sol. Troisième niveau, niqab quelque qata. Maintenant, il y a un trou qui laisse passer une racine. Alors, tahor évidemment, dans ces cas-là, il est tahor, c'est-à-dire on ne peut plus, vu que Attends, tout à l'heure on a dit que quand le trou il rentre par l'extérieur, donc ça s'appelle pas, si le trou il rentre par l'extérieur, donc ça s'appelle pas attaché, ça s'appelle pas un keli. Non, il y a keli, pardon. Je reviens sur tout à l'heure. Quand on a dit un trou qui laisse pénétrer l'eau, nous on a dit, donc c'est pas un keli pour les œuvres d'Amshros parce que ça donc il est on va dire troué, mais c'est-à-dire que pour les c'est ça, les plantations, on a dit donc ça prend pas l'impureté parce que ils sont encore attachés au sol. Et donc il a le même statut celui-là. Très bien. Ah pardon, au contraire, non, mais c'est pour ça que je me suis trompé. Le deuxième cas où il y a un trou qui laisse entrer l'eau, d'accord? On a dit, c'est pas un keli pour la vache rousse, mais c'est un keli comme si qu'il était détaché du sol. Marqué, ça veut dire, on ne considère pas comme rattaché au sol. Le trou, il est trop petit. Ah, c'est le premier cas. Deuxième, quand il laisse pénétrer par l'extérieur. Donc dans ces cas-là, les fruits qui sont dedans, ils prennent l'impureté. Il n'est pas rattaché au sol. Maintenant, on va au troisième. Troisième degré, c'est qu'il y a un trou qui laisse passer une racine. Alors là, donc évidemment, dans ces cas-là, comme il laisse passer une racine, il y a donc rattaché au sol. Dans ces cas-là, il n'y a pas de toum'a, donc des fruits qu'il y a dessus. Mais il a encore statut de keli. Si on le réserve, par exemple, pour mettre des olives, donc si on met des olives, donc il a encore statut de keli. C'est un keli valable. Donc si c'est un keli, donc il prend l'impureté s'il touche un mort, un truc comme ça. Donc ça prend l'impureté. Quatrième degré. Si maintenant il y a un trou assez gros pour qu'une olive elle sorte de là-bas, elle tombe. Alors il dit tahor, il est tahor évidemment. Si on le réserve pour mettre des olives là-bas, et bien ce qu'il devient tahor. Parce que comme il ne reçoit plus une olive, donc il est cassé, il ne sert à rien. Mais si tu veux mettre des grenades dedans,
bah, c'est encore valable comme Keli. Et le 5e degré, le dernier. Si maintenant il est troué un gros trou qui laisse passer une grenade, là c'est terminé, il n'y a plus aucune impureté, il est hors de partout. Ça s'appelle qu'il est brisé complètement. Non, mais c'est-à-dire que parce qu'il est rattaché à la terre, ça veut dire que... Non, non, mais non. Et non, maintenant, même s'il est rattaché ou pas rattaché, on parle de quand il a un gros trou comme ça, il n'a même plus le statut de Keli. Mais pourquoi il prend la Touma? C'est parce qu'il y a une séparation. Non, il prend la Toma dans un... Si il est en contact d'une Toma, il prend la Toma parce que c'est un Keli. Mais si c'est plus un... Non, laisse tomber la terre maintenant. La Toma, on ne parle pas de la terre. La Toma, c'est le Keli, il est bon ou il n'est pas bon. Si le Keli, c'est un Keli, il prend l'impureté. Si le Keli, il est cassé, il ne prend plus l'impureté. Et la Gemara rajoute, il dit comme ça, si maintenant il est au Qav Samit Patil, vous savez que un Kli Heres, maintenant une cruche par exemple, okay, même si elle contient des aliments de la nourriture, si elle est fermée hermétiquement, même si elle est dans une pièce où il y a un mort, elle ne prend pas l'impureté. Parce que la Toma dans le Kli Heres, c'est que par l'intérieur, et là c'est tout fermé. Par l'extérieur, il n'y a pas d'impureté. C'est pour ça qu'il vient ici, il dit Emokav Samit Patil. Si maintenant cet ustensile en argile, ce récipient, il est complètement fermé, Samit Patil, c'est-à-dire quand est-ce que les aliments contenus dedans ils restent purs parce qu'il est fermé, tant qu'il est fermé complètement. Ici, un petit trou, il reste quand même pur. Quand est-ce que les aliments qui sont dedans ils deviennent impurs? C'est quand il y a la majorité de la cruche qui s'ouvre. Parce que si on fait en fait, il faut savoir la chose suivante. Comme il y a le couvercle de la cruche, s'il y a un trou par le couvercle, là la Toma elle pénètre. Mais par contre, si c'est dans les parois du Keli, même s'il y a un trou, la Toma ne pénètre pas. Il faut qu'il soit un gros trou, et comme on a dit ici, il faut que la majorité du Keli elle soit trouée. Comme pour l'eau. Ouais. Voilà. Non, pour l'eau, non. On dit qu'il faut que l'eau... Là, ce qu'on veut faire la différence, c'est entre le couvercle qui est au-dessus, que l'ouverture normale de la cruche, elle est par le haut. Là-bas, s'il y a un trou, c'est terminé. Même petit. Même petit. Parce que la Touma, elle rentre pas là. Dans l'air, la Touma. Non, c'est ça. Mais s'il est petit, c'est pas obligé. Si, oui, ben, l'air, il rentre partout. Et s'il y a une cruche avec un gros bouchon, tu mets de l'eau par exemple, ça rentre pas dedans. L'eau, il rentre pas. Mais l'air, il rentre. Amar Ravasi. Il vient Ravasi des Shamarti, j'ai entendu. Le Kli Heres, quand est-ce que, donc, s'il est étamé, quand est-ce qu'il devient tard, ou bien quand il ne prend pas l'impureté, ou bien si on veut, il n'a plus le statut de Keli, c'est quand il y a une grenade qui tombe dedans. C'est le trou il est assez gros pour faire sortir une grenade, comme on le savait nous déjà comme ça. Alors ça c'est Ravasi qui dit ça. Amalé Rava il lui dit à Ravasi, il dit peut-être que ça, seulement, c'est quand l'ustensile il est couvert par le haut hermétiquement. Et là, on exige que le trou il soit assez gros jusqu'à donc laisser passer une grenade. Alors l'Agma a dit comment? Comment tu me dis? Il lui a dit peut-être que tu as entendu comme ça que Rava lui-même lui a dit peut-être que c'est parce qu'il est fermé hermétiquement, alors le trou c'est comme une grenade. Mais Rava lui-même nous on vient de voir. Lui il a dit quand l'ustensile il est fermé hermétiquement, il faut qu'il lui ait un trou dans le rove de la cruche et qui fend la majorité de la cruche. Alors la m'a dit non, la kasha. Pourquoi? C'est-à-dire quand il y a une grosse cruche, d'accord, c'est là on dit, quand il y a une grosse cruche, c'est là on dit il faut qu'il y ait une ouverture de la majorité de la cruche. Mais quand il y a une petite cruche, là, dès qu'il y a, si c'est une petite cruche comme ça, s'il y a un trou comme la grosseur de grenade qui va sortir, là déjà évidemment il a perdu son statut d'équilibre. Donc il y a une différence entre gros et petit ustensiles. Amar Ravasi. Il a dit Ravasi, Shunin, on enseigne, Chachamim enseigne. Kli Hayada Shi'odo Bechones Mashke. Le Kli Hayres, donc, comme on a dit, nous, le premier degré de. C'est quand il y a un trou. Non, Chones Mashke, c'est le deuxième. C'est-à-dire que l'eau pénètre par l'extérieur.
Alors, lui, là, Ravasi, il a dit comme ça. Le Kli Hayres, le Sheor, c'est qu'on est mashri. C'est-à-dire, dès que tu as un trou qui fait entrer de l'eau par l'extérieur, eh bien, il n'a plus statut de Keli. Donc, ce qu'il dit Ravasi, donc c'est le Haramim, c'est comme ça. Maintenant, Velo Amrou. Mosé Mashri, et la dernière Gesera Bilvat, comme on a dit tout à l'heure, quand est-ce qu'on a dit quand il y a un trou qui laisse sortir de l'eau, donc c'est invalide, seulement pour un débris, comme on expliquait, quand il y a un débris, même si on peut encore l'utiliser, quand il y a un petit trou qui laisse passer l'eau, alors là, il n'y a plus un statut de qu'il il n'est pas impur, donc il devient pur. Alors, maintenant, il m'a dit pourquoi. Parce qu'il dit, pourquoi nous on a dit qu'un débris de Kéli, même si un débris, ça a un statut d'ustensile, parce que des fois, il dit comme ça, des fois quand il y a un Kéli, il a un petit trou. Donc qu'est-ce que tu mets? Tu mets le débris en dessous, tu le bouches le trou. Donc c'est pour ça que le débris, il a encore statut de Kéli. Mais si le débris lui-même, il est troué, tu ne vas pas dire amène un autre débris pour boucher le débris. On ne dit pas comme ça, le débris il est troué, ça il s'est terminé. C'est pour ça lui il a dit que le mot c'est dès qu'il fait sortir un trou dans le débris, là ça ne marche plus. Il est tahor. On verra ça. Mais Hein?